Bonjour, c'est Christophe le prof. Bienvenue sur la chaîne dédiée aux élèves des séries STMG. Bonjour. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui a l'air simple, mais qui est au cœur de tout notre système juridique. Au fond, qui a le droit d'avoir des droits? Un humain? Une entreprise? Qui peut jouer? La réponse tient en 3 mots. La personne juridique. Pour commencer, posons-nous cette question toute simple. Qui a le droit de posséder quelque chose? Alors, un être humain, évidemment, ça nous paraît logique. Mais une entreprise, une association, ou même un animal, c'est là que ça devient intéressant. Et c'est ce qu'on va décrypter ensemble. Voici notre programme. D'abord, on va définir ce qu'est une personne juridique. Ensuite, on verra ses deux grands visages, les personnes physiques et morales. On fera un zoom sur le cas très particulier de l'animal, puis on regardera concrètement ce que ça change d'avoir des droits et des obligations, comment on identifie tout ce monde-là, et enfin, on se projettera sur les questions de demain. Allez, c'est parti. On commence par les fondations. La notion de personne juridique, c'est vraiment la pierre angulaire de notre droit. C'est un peu le système d'exploitation qui permet de savoir qui peut faire quoi, qui peut posséder et qui peut être tenu pour responsable. Alors, la définition officielle, c'est celle-ci. Un sujet de droit, titulaire de droit et d'obligation. En clair, c'est une entité que la loi reconnaît comme capable d'agir dans la société. C'est un peu le ticket d'entrée qui vous donne le droit de participer au jeu juridique, de posséder des choses, mais aussi de devoir en rendre compte. Bon, maintenant qu'on a la base, il faut savoir qu'il y a deux grandes familles de personnes juridiques. D'un côté, nous les êtres humains, et de l'autre, des créations un peu plus abstraites, qui sont en fait des groupements. Ce tableau, il est assez parlant. Pour une personne physique, un être humain donc, la vie juridique commence à la naissance, à condition d'être né vivant et viable, c'est le terme exact, et elle s'arrête à la mort. C'est assez simple. Pour une personne morale, comme une entreprise, sa vie commence le jour de son immatriculation officielle et se termine le jour de sa dissolution. Ce sont vraiment deux cycles de vie légaux bien distincts. Pour rendre ça concret, prenons une entreprise comme Total Energies. Ce n'est pas juste un logo ou des bureaux, c'est une personne morale qui a sa propre existence, totalement indépendante de ses dirigeants ou de ses actionnaires. Elle peut signer des contrats, posséder des raffineries et même être attaquée en justice. C'est la même logique pour l'État ou votre mairie, qui sont des personnes morales, mais de droit public cette fois. Allez, on passe à un cas fascinant qui vient bousculer un peu ces belles catégories, l'animal. Son statut juridique a connu une transformation incroyable ces dernières années. Regardez bien cette frise. Avant 2015, le code civil était très clair. Un animal, c'était un bien meuble. Autrement dit, la même catégorie juridique qu'une chaise ou une voiture. Et puis, la loi de 2015 a acté une reconnaissance majeure. L'animal est devenu un être vivant doué de sensibilité. C'est bien plus qu'un symbole, c'est une vraie rupture. Mais attention, c'est là que c'est subtil. Malgré cette avancée énorme, l'animal n'est pas une personne juridique. Il ne peut pas hériter d'une fortune ou signer un contrat. Il reste techniquement soumis au régime des biens. Mais c'est un bien très spécial qui bénéficie d'une protection. C'est pour ça que la maltraitance animale est sévèrement punie. C'est un statut un peu hybride, vraiment unique en son genre. D'accord, mais concrètement, à quoi ça sert d'être une personne juridique? C'est maintenant que le concept prend tout son sens pratique, parce qu'avec ce statut viennent des droits et des obligations. En gros, on distingue deux types de droits. D'un côté, les droits patrimoniaux, tout ce qui peut être évalué en argent. Le droit de propriété sur une maison, les brevets d'Apple qui valent des milliards, tout ça c'est patrimonial. De l'autre côté, il y a les droits extra-patrimoniaux. Eux, ils n'ont pas de prix. C'est le droit au respect de sa vie privée pour une personne ou le droit à la réputation et à l'honneur pour une entreprise. Et tout ça, l'ensemble des biens et des dettes, ça forme ce qu'on appelle le patrimoine. C'est une notion centrale. Imaginez une grande enveloppe qui contient tout ce qu'une personne possède, l'actif, et tout ce qu'elle doit, le passif. Pour une entreprise, ça va être ses usines, ses marques, mais aussi ses crédits bancaires. Et c'est ce patrimoine qui sert de garantie pour ses créanciers. Bon, on sait ce qu'est une personne juridique, on sait ce qu'elle peut posséder, mais comment on l'identifie? Comment on est sûr de qui est qui? Eh bien, chaque personne juridique a sa propre carte d'identité. Et le parallèle est assez frappant. Pour une personne physique, c'est son nom, son prénom, son domicile. Pour une personne morale, c'est la même logique, avec des mots différents. Son nom, c'est sa dénomination sociale. Son domicile, c'est son siège social. Et elle a aussi son propre numéro d'immatriculation qui est unique. Cette citation résume tout parfaitement. L'extrait cabis constitue la carte d'identité d'une entreprise. C'est le document officiel qui prouve qu'elle existe légalement et qui contient toutes ces informations clés. Et tout comme notre nom de famille, sa dénomination sociale est protégée. On ne peut pas monter une marque de sport et l'appeler Nike, par exemple. On termine en se projetant un peu, car tous ces concepts qui ont l'air bien établis sont en fait en permanence bousculés par les évolutions de notre société. Aujourd'hui, 3 sujets sont particulièrement brûlants.
D'abord, la responsabilité des entreprises face à l'urgence climatique. On le voit avec les actions en justice qui se multiplient. Ensuite, le vrai casse-tête du statut de l'intelligence artificielle qui devient de plus en plus autonome. Et enfin, la question de la protection animale avec de nombreux débats pour savoir s'il faut aller encore plus loin. Et ça nous amène à notre question finale, une question un peu vertigineuse qui sort presque de la science-fiction, mais que les juristes prennent très au sérieux. Est-ce qu'une intelligence artificielle pourrait un jour obtenir la personnalité juridique, avec ses propres droits et ses propres obligations? La question est posée, et elle nous force à repenser les fondements même de notre droit. Merci de nous avoir suivis.